L'ABM ou Account Based Marketing est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans le podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B proposé par Humans B2B. Côté marketing, les ratios de l'agence sont de 30%. Donc on se dit sur 100 comptes qu'on a ciblés, c'est réussir à avoir des interactions avec 30. Nous, là, par exemple, sur la dernière campagne, on est à 36%. L'agence nous disait que on était vraiment sur le haut de panier, que c'était rare de se dire il y a plus d'un tiers de notre base prospect qui nous connaît pas, qui finalement finit par interagir avec nous. C'est un très bon taux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e numéro d'ABM Experience. On le sait, l'account-based marketing est sur toutes les lèvres, mais la réalité du terrain est souvent bien plus complexe qu'une simple campagne publicitaire ciblée. Pour que la sauce prenne, il faut sortir du silo marketing et entrer dans une logique de collaboration totale, de patience et d'orchestration fine entre le online et le offline. Aujourd'hui, nous recevons un expert qui a fait de cet alignement son cheval de bataille. Alexandre Neuraz est le CMO de Protis, un éditeur SaaS incontournable dans le secteur des travaux publics. Avec plus de 20 ans d'expertise en marketing B2B, Alexandre accompagne la croissance et la différenciation de Protis, aujourd'hui solidement ancré dans le top 100 des éditeurs sectoriels français. Il est également membre du conseil d'administration du CMIT, le club des marketeurs InTech, et membre du comité de pilotage du club marketing et vente de Numéum. Ensemble, nous allons voir pourquoi l'ABM ne peut pas être qu'une affaire de marketeurs, comment transformer cette stratégie en une véritable expérience avec l'ABX co-construite avec les commerciaux, et surtout comprendre comment maintenir la flamme de l'alignement sur des cycles de vente qui dépassent parfois les 18 mois. ABM Experience, épisode 24, c'est parti. Bonjour Alexandre, merci de vous joindre à nous pour cet épisode. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite définition parce que dans l'acronyme ABM, le M signifie marketing. Pourtant, si on fait que du marketing, la stratégie peut être vouée à l'échec. Alexandre, c'est quoi votre définition de l'ABM ? Bonjour Julien, avant tout, merci pour l'invitation. Alors, l'ABM, pour moi, c'est plus une méthodologie ou une stratégie pour travailler des comptes ciblés, avec une logique assumée de priorisation et de renoncement. Je m'explique. On a souvent, et pendant les années 2000, parlé de inbound marketing, où l'objectif c'était de générer toujours plus de leads possibles, et souvent sans réel ciblage. Et l'ABM, pour moi, ça repose sur une conviction simple et qui est diamétralement opposée, c'est de se dire que tous les comptes ne se valent pas, et que donc, à partir de cette logique-là, on va avoir une stratégie où on va identifier des comptes cibles et sur ces comptes-là, on va mettre tout notre poids de corps. Donc, c'est un dispositif global pour ma entreprise et pas juste un levier marketing. Ça implique un travail main dans la main entre sales et marketing avec comme finalité l'objectif d'influencer le parcours de décision. Donc, on n'est plus du tout dans la génération de leads, mais vraiment, on en discutera, je pense, derrière, mais faciliter la prise de rendez-vous pour les commerciaux. De votre côté, Alexandre, chez Protis, ça fait combien de temps que vous faites de l'ABM ? Et vous pouvez peut-être nous dire deux mots sur la structuration de l'équipe, qui s'en occupe ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre équipe ? Comment ça se passe ? Alors, ça fait maintenant, je dirais pas loin d'une dizaine d'années que l'on fait de l'ABM. On a vraiment évolué dans notre maturité, dans notre façon de faire. Je pense qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, pour faire de l'ABM, on s'appuie sur une agence partenaire qui nous accompagne dans toute notre stratégie, c'est-à-dire de la définition des cibles jusqu'à la réalisation des campagnes multicanales. Donc ça, c'est l'agence marketing qui va le faire. Et en interne, on a une personne qui va piloter, orchestrer ça, et être la tour de vigie, la courroie de transmission entre l'équipe sales et marketing, parce que une stratégie ABM sans les sales, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'ABM en interne chez Protis, parce que on dit souvent que
l'évangélisation autour de l'ABM est importante. Il faut comprendre un peu ce que c'est, comment ça marche, quels sont les grands enjeux, sans rentrer dans le détail. Mais est-ce que votre directeur général, est-ce que vos directeurs commerciaux savent exactement ce qu'est l'ABM ? On va dire que plus on monte dans le comité de direction, plus ils en ont une compréhension macro, donc de philosophie. Par exemple, pour donner un exemple, il y a quelques années, dans les objectifs marketing, on avait des objectifs de génération de leads. On devait générer environ 1000 leads par an, et donc il y avait un incentive là-dessus. Il fallait faire 100 leads par mois. On était vraiment sur cette logique d'inbound où si on n'y était pas, on devait courir après un broker ou ceci, cela pour avoir notre nombre de leads, quitte à ce que derrière on ait du cible. Donc ça, à un moment, il faut bien que l'ensemble de la structure comprenne qu'on va plus être dans cette logique. Donc effectivement, ça passe par des échanges auprès de la direction et surtout un commitment avec l'équipe sales. Mais là-dessus, on est très aligné parce qu'on est sur une logique de vente à des exécutives, et donc cette logique de vendre peu mais mieux est déjà ancrée aussi au niveau commercial. Mais ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disent faire de l'ABM, mais en réalité, il y a différents niveaux de maturité quand on parle d'ABM. Quels sont-ils à votre avis, et vous, où est-ce que vous en êtes justement dans cette pyramide ? On peut dire qu'une entreprise commence à faire de l'ABM, pour moi, si on commence à mettre le client au centre le prospect, au centre de la réflexion, et pas uniquement dans le discours, hein, mais voilà, d'être vraiment customer centric versus justement lead centric. Et quand on arrête justement de courir après ces volumes. Donc à partir du moment où on a ces deux fondamentaux, il y a différentes façons de mettre en œuvre de l'ABM. Et d'ailleurs, l'ABM au sens puriste du terme, qui est de l'ABM one-to-one, où je vais travailler un compte de façon spécifique, n'est pas forcément adéquat pour l'ensemble des entreprises. Si vous êtes sur un marché qui n'est pas mature, qui n'est pas spécialement concurrentiel, il n'y a pas forcément besoin de faire énormément d'ABM parce que le simple fait de générer du lead va vous faire générer de la croissance. Par contre, quand vous commencez à être sur un marché de niche, un marché saturé, voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont faire que là, pour vous différencier ou pour générer de la croissance, vous allez rentrer dans des logiques ABM. Donc, de façon schématique, on dit souvent qu'il y a 3 types d'ABM, ce qu'on appelle le one-to-many, où on va se dire qu'on adresse au-dessus de 300 comptes. Donc là, schématiquement, on peut dire on va adresser une verticale métier ou une partie prenante. Après, le one-to-few, on va être entre 30 et 300 comptes, où là, on va descendre à la maille de persona. Et après, ce qu'on appelle vraiment le one-to-one. Et là, selon votre capacité, vous allez gérer entre 1 à 30 comptes maximum, parce que ça demande vraiment de l'hyper-personnalisation. Alors même si l'IA aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir, permet de travailler ces éléments-là, on peut pas faire de l'hyper-personnalisation pour 1000 comptes. Et vous, de votre côté, vous avez choisi quel type d'ABM ? Alors, on fait du one-to-few. Donc, on a une stratégie où voilà, on a identifié 200 comptes prioritaires sur lesquels on a défini quels étaient les personas sur ces 200 comptes. Alors, ces 200 comptes, c'est des MeToo ou des look-like, 200 comptes qui se ressemblent. Donc, on est sur une verticale bien particulière, sur une partie prenante bien particulière. Derrière, on a identifié des personas, et donc ça nous permet ensuite de travailler des contenus personnalisés par rapport aux enjeux. Ça, c'est en général le début de nos scénarios, et derrière des campagnes, on va dire plus rebond, ou sur des comptes qui ont un peu plus de maturité, là, on va pouvoir descendre à une logique one-to-one, parce qu'il faut pas voir l'ABM comme une action one-shot, surtout pas. C'est vraiment quelque chose qui se travaille dans le temps, dans la durée. De votre côté, je suis curieux de voir un peu le cycle de vente. Généralement, on utilise l'ABM sur des cycles de vente qui sont longs.
De votre côté, on parle en quoi, en semaines, en mois? Non, effectivement, le principe d'adresser des campagnes ABM, on est vraiment sur des cycles de vente longs, en général sur des comptes complexes ou des comptes stratégiques. Donc, ça peut être des logiques parfois pluriannuelles. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et dès les premiers trimestres d'avoir des retombées. Là, par exemple, nous, c'était le cas. On a déjà un certain nombre on a lancé, par exemple, une campagne en S2 2025. Là, on est début 2026 et on a déjà des retombées en termes de closing. Mais il faut accepter que ça soit un temps long parce que quand un prospect, par exemple, a signé chez un concurrent pour un contrat de 3 ans, même si vous le travaillez, mais si vous le heurterez, vous savez que vous n'allez pas avoir de retombées dans les 3 premiers mois, les 6 premiers mois. D'accord. Ok. Alors, on parle beaucoup d'ABM, évidemment, mais on entend aussi parfois parler d'un autre acronyme qui est l'ABX. Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre vision et en quoi c'est différent de l'ABM? En fait, pour moi, l'ABM, c'est orienté acquisition. Donc, on est en amont de la vente. Alors que les BX, Account Based Experience, va vraiment plus loin. Là, on va pas être seulement sur la logique de je veux faire une vente, mais de comment construire une relation durable avec ce compte. Il y a une notion qui m'est chère, qui est le customer journey. Et donc, quand on travaille l'ABX, on va vraiment justement aller au cœur du customer journey, parce que déjà, on va mettre autour de la table sales marketing, mais également tout ce qui est service client, CSM, pour avoir une réflexion dans la durée du point de contact jusqu'à toute la partie loyalty, se dire comment, une fois que j'ai un compte, je vais faire de l'upsell, je vais faire de l'attachement à la marque, de la notoriété. Donc c'est une approche vraiment beaucoup plus transverse où on va travailler le parcours client. C'est d'ailleurs un sujet nous qu'on adresse au sein du CMIT, le club des marketeurs InTech, où on a formé là, fin d'année dernière et début de cette année, nos adhérents sur l'ABX avec Iria Marquez, qui est une consultante en marketing B2B experte sur ces éléments-là. Et j'aime bien la définition qu'Iria en donne. Elle dit que aujourd'hui, l'expérience et l'influence est vraiment l'enjeu premier. Alors, il y a un certain nombre de données qui disent que aujourd'hui ce serait devenu le facteur numéro 1 pour plus de 80% des acheteurs. Bon, ça reste à vérifier, mais c'est une vraie tendance de fond. En tout cas, la notion de confiance, la notion de branding, elle est importante et elle est corrélée à l'ABX en fait. Alors exactement, et je pense qu'elle est aujourd'hui d'autant plus importante que l'IA a fait son essor. On a entendu parler ces dernières années d'infobésité. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus le contenu. Et c'est exactement ça avec l'ABM ou l'ABX. C'est-à-dire que du contenu, on en a, mais c'est comment on le personnalise au contexte particulier du compte que l'on va travailler. Et vous parliez de branding. À l'heure où tout le monde peut produire plein de contenu avec l'IA, il y a un risque de nivellisation par le bas. Et de se dire que pour un prospect, se dire entre une solution A ou solution B, finalement, j'ai le même discours. Donc, c'est très important de retravailler son branding, son image de marque pour asseoir l'influence de la structure auprès de ses cibles. Et c'est sans doute là aussi où le lien avec les équipes commerciales est important, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, qui sont au contact avec les prospects et les clients. Comment est-ce que vous co-construisez ces campagnes entre le marketing et puis les commerciaux? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment cranté, puisque je dis que ça fait pas loin d'une dizaine d'années qu'on fait des campagnes IBM. Au début, on faisait nos campagnes IBM tout seul, comme des grands dans notre coin, avec notre agence marketing. En fait, si je devais résumer, je dirais que sans les sales, l'IBM, c'est un concept. Mais c'est seulement à partir du moment où on travaille avec les sales que là, on arrive vraiment à avoir un levier business. Donc, désormais, on a un vrai commitment et un vrai alignement
avec les sales du début jusqu'à la fin de la construction des campagnes. Quand je dis alignement, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a des objectifs conjoints. On commence par se dire, OK, c'est quoi les objectifs de l'année? C'est quoi les priorités? C'est quoi les comptes que l'on veut travailler? Donc, c'est pas le marketing qui... Alors, bien sûr, le marketing peut suggérer voilà, et apporter des convictions, mais il y a toujours une co-validation avec les sales, de dire, OK, je suis d'accord sur de travailler ces comptes-là. Et derrière, on découpe la préparation des campagnes très finement, c'est-à-dire qu'on va monter des ateliers avec eux pour dire OK, sur ces comptes-là, c'est quoi les personas prioritaires, quels sont leurs enjeux. Derrière, une fois qu'on a ces éléments-là, on va dire donc pour les attaquer, quels sont les scénarios multicanal les plus adéquats. Là, pareil, on va co-construire ces scénarios et donc les axes et les contenus sont co-construits et co-validés avec eux pour que de bout en bout, ils se sentent partie prenante de ces campagnes et pas se dire tiens, j'ai le marketing qui me shoot une campagne et puis moi si j'arrive à décrocher mes R0, tant mieux. Est-ce que c'était difficile à faire? Est-ce qu'il y a eu des résistances au début dans le fait d'embarquer les équipes commerciales dans une stratégie d'ABM, ABX? Pas tant que ça en fait. Dès lors que ils y voient leur intérêt, les choses se font. Le plus important pour moi, c'est l'alignement, mais l'alignement du quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, quand on lance nos campagnes, on prévoit, on a un planning et on sait que, je dis n'importe quoi, à semaine 12, les commerciaux devront faire leur call à partir de la semaine 12, 13, 14. C'est mis dans leur planning. Et donc, quelque part, entre le plan d'action commercial et le plan d'action marketing, ils sont alignés. C'est ça pour moi le plus important. C'était l'écueil qu'on pouvait avoir par le passé, qui était de dire, nous, on lançait nos campagnes, et ainsi de suite. On disait, vous savez que semaine 12, il y aura quelque chose. Puis finalement, quand arrivait le jour fatidique, il y a un commercial qui était sur un salon, un autre qui était en vacances, un troisième qui sur la fin. Et donc, c'est là où il y avait un désalignement. Donc, pour moi, le plus important, c'est l'alignement et le suivi dans le temps. Parce qu'on vient de le dire, on est sur des cycles longs. Et donc, le soufflet peut facilement retomber. Donc, c'est aussi comment on alimente et on s'assure de ce suivi dans le temps. Et pour garder cette dynamique, justement, à quoi ressemblent vos échanges au quotidien? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des tableaux de bord communs, des réunions hebdomadaires? Comment ça fonctionne concrètement au quotidien? Déjà, ça peut sembler tout bête, mais on a monté une incentive pour les commerciaux, et donc incentive à court, moyen, long terme. Sur justement au début de la prise de rendez-vous, après des taux d'opport et des taux de closing. Donc ça, c'est un premier levier. Derrière, effectivement, on a mis en place des rituels avec des réunions récurrentes où à chaque fois, c'est très opérationnel, c'est-à-dire qu'on va par exemple regarder où on en est sur la campagne, combien de MQL ont été générés. Donc j'entends par MQL des gens qui ont démontré un intérêt, qui ont téléchargé un asset, qui ont qui ont interagi avec la campagne, pour que on va regarder avec les commerciaux, dire OK, celui-là on va commencer à l'appeler ou pas. Donc ça, c'est un moyen de garder les éléments, de garder le tempo. Vous parliez de KPIs. Oui, bien évidemment. On utilise Looker Studio sur toute la partie marketing pour centraliser la donnée, et après plus Salesforce, les dashboards. On utilise Salesforce comme ça. Donc les dashboards de Salesforce pour suivre la partie commerciale au travers de KPIs assez précis. On pourra peut-être y revenir après de quels sont les KPIs que l'on suit et quels sont les metrics. Et dernier point aussi, pour garder le tempo dans la durée, on a mis en place nous un coach IA qui alors plus globalement un coach qui entraîne les commerciaux donc sur les techniques de vente, mais typiquement là quand on fait des campagnes ABM, on paramètre aussi le coach IA pour les entraîner à faire les calls
suite à campagne. Voilà, on dit, on sait que vous avez reçu telle communication ou telle. On est multicanal, donc on fait à la fois du digital et du physique. Donc souvent on envoie un reveal physique pour faire un effet wow, une sorte de door opener. Donc là, on entraîne les commerciaux à faire ces appels, ainsi de suite. Donc tout ça, toutes ces mécaniques permettent finalement de garder une intensité dans ces campagnes au long cours. On parlait à l'instant d'un objet physique. C'est quoi? C'est une sorte de cadeau personnalisé que vous envoyez au prospect, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors en fait, bon, on commence à être rodé maintenant sur nos campagnes. Donc en général, il y a plusieurs temps dans une campagne. Au début, le prospect est froid, donc on a juste qualifié, on sait que c'est tel contact décisionnaire qu'on veut adresser de tel compte. Donc là, on va commencer par plutôt des actions digitales, que ça soit sales ou marketing. Donc au niveau marketing, ça va être des campagnes email ou des campagnes LinkedIn Ads. Au niveau sales, ça va être de la prise de contact via notamment LinkedIn. Et à partir du moment où on a scoré, on voit qu'il y a un certain nombre d'interactions, on va envoyer là effectivement un objet, enfin alors en l'occurrence une documentation, mais une documentation, c'est pas une plaquette de Protis, c'est vraiment dans le cadre du scénario. Là, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour chaque entreprise, il faut trouver finalement l'angle qui va bien par rapport aux enjeux de sa cible, et avec effectivement un cadeau rattaché aux enjeux de la cible, voilà, pour vraiment faire un effet waouh et que la personne reçoive. Bon, là, vu que c'est un podcast, je peux pas montrer, mais sinon, voilà. C'est l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est quelque chose où quand la personne le reçoit, en général, elle dit ah oui tiens, c'est surprenant, ou voilà, c'est atypique. Pour que l'idée, c'est juste de marquer. On parlait tout à l'heure de branding, d'influence, c'est clairement ça. C'est pour que quand derrière le commercial rappelle, il dit ah bah oui, Protis, je me souviens, j'ai lu votre dernière infographie que j'ai trouvée intéressante, ainsi de suite, toc toc, et puis j'ai bien reçu, voilà, ce que vous m'avez envoyé, ça m'a pas laissé indifférent. Rencontrons-nous. C'est important ça parce qu'on est sur des cycles de vente longs qui peuvent durer jusqu'à 12, 15, 18 mois. Comment on maintient cette dynamique en fait sur le long terme? Alors nous on appelle ça des campagnes rebonds, c'est-à-dire que là les dashboards sont très importants, c'est-à-dire que au bout de X mois, on va regarder les contacts qui ont été non engagés, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien fait suite à nos premières campagnes. Et là, on va faire une campagne rebond, on va essayer d'adapter, d'avoir un angle un peu différent. Et pour ceux qui ont engagé, mais pour lesquels derrière il n'y a pas eu d'opportunité, on va les réengager au niveau marketing pour pas qu'il y ait juste le commercial qui fasse ses rendez-vous, ainsi de suite. Et là, c'est intéressant parce que on voit que sur nos premières campagnes, on arrive à avoir des taux par exemple d'ouverture de mail assez intéressants parce qu'on est à 20% en moyenne. Donc sur du prospect froid, c'est pas je pense que c'est pas mauvais. On n'envoie jamais de contenu présentant nos offres. C'est toujours des contenus relatifs à leurs enjeux, donc ça va être des infographies, on fait des baromètres, on fait ceci, cela, voilà. Donc c'est toujours cette logique customer centrique. Et donc pour en revenir à mon histoire, je vous parlais des campagnes rebond. Sur nos premières campagnes, on arrive à être en moyenne 20% de taux d'ouverture. Et sur les campagnes rebond, sur les personnes avec qui on a déjà engagé, on arrive à monter à plus de 30%. Et donc, ça c'est super. Ça veut dire que même si le commercial il rappelle pas tous les 4 matins le prospect à ses bons souvenirs, nous on peut faire une lame de fond. Et régulièrement, il y a un tiers des prospects qui vont quand même ouvrir le contenu, ce qui fait que quand le commercial va rappeler dans 6 mois ou dans 1 an, il se dira pas oui Protis, on s'était vu il y a 1 an, that's it and that's all. Comment on trouve le bon rythme pour savoir à quel moment rappeler après une campagne, après l'envoi d'un objet, pour ne pas donner ce sentiment un peu de harcèlement? Il y a pas vraiment de recette magique. On le fait, c'est pas à l'instinct, mais
on regarde aussi où en sont les chiffres, où en sont les métriques. On est assez agile, hein, donc on se dit bon bah là on voit que on crée des segments ou des sous-segments. Je vous disais bah là on a créé un segment de ceux qui ont engagé, de ceux qui n'ont pas engagé, mais il y a ceux qui ont engagé après avoir reçu la box, ceux avant. Enfin voilà. Donc en fait à chaque fois on va affiner ce que l'on fait. On va voir aussi comment les éléments marchent. On s'est rendu compte, je sais pas, par exemple là, ce que les non engagés, c'était les témoignages clients qui finalement fonctionnaient bien. Parce qu'au début, on avait fait des campagnes vraiment liées à leurs enjeux, ainsi de suite, avec un côté un peu décalé, un peu fun. Et on est revenu à des choses un peu plus dans la norme du secteur, on va dire. Et voilà, et par exemple, en poussant un peu plus de témoignages clients, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Du coup, dans la prochaine campagne rebond, on va mettre encore plus en avant ces sujets de témoignages. Donc, on apprend en marchant. Et on voit que d'une cible à une autre, ou d'un niveau de maturité à un autre, c'est pas forcément les mêmes leviers qui fonctionnent. Et on teste, on est en test and learn constant, parce qu'on envoie des emails. Je vous disais, on fait des campagnes LinkedIn, mais on a dans les emails, on a à la fois de l'infographie, à la fois du contenu. Là, on a créé des podcasts, on a créé des vidéos. Et alors, c'est pas vous faire offense, Julien, hein, parce que là, je suis un vrai humain qui parle avec vous. Mais par exemple, dans nos podcasts, on a utilisé l'IA parce qu'on est sur des cibles. Enfin, on sait que si on envoie un podcast à 20 ou 50 personnes, le temps de faire tous les podcasts, ensuite de les monter, on ne serait pas économiquement viable. Donc, on a fabriqué de toutes pièces des podcasts via l'IA. Il y a maintenant des outils qui font ça. Ouais, donc l'IA, c'est un vrai enjeu. Et peut-être un dernier mot, Alexandre, on parlait de KPI tout à l'heure, d'indicateurs clés de performance. Quels sont ceux que vous utilisez? Moi, j'utilise deux types. Alors, j'appelle ça des KPIs vitrine et des KPIs cuisine. Qu'est-ce que j'entends par là? Les KPIs vitrine, une vitrine, c'est ce qu'on montre à l'externe. Et en l'occurrence, moi, mon externe, c'est mon équipe de direction. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va présenter? Plutôt une logique funnel, plutôt une logique chiffre d'affaires, sales. Donc, sur la base d'un nombre de comptes ciblés, on va regarder le nombre de R0 qu'on arrive à générer, le nombre d'opportunités et le nombre de signatures. A contrario, ce que j'appelle moi des KPIs cuisine, c'est ma popote, c'est ma cuisine interne au niveau marketing. Et donc là, c'est comment je fais pour arriver là. Et donc, je vais analyser des taux d'ouverture, des taux de clics, des taux de réactivité de poste, ainsi de suite. Alors, j'imagine que vos auditeurs sont friands de chiffres ou de ratios. Alors, je vais vous donner quelques métriques. Donc, sachant qu'on travaille nous avec aussi notre agence. Donc, en général, sur 100 contacts ciblés, le nombre d'interactions qu'on arrive en général à générer. Donc, côté marketing, les ratios de l'agence sont de 30%. Donc, on se dit, sur 100 comptes qu'on a ciblés, c'est réussir à avoir des interactions avec 30. Nous, là, par exemple, sur la dernière campagne, on est à 36%. Donc, je sais que l'agence nous disait que on était vraiment sur le haut de panier, que c'était rare d'avoir, enfin, de se dire, il y a plus d'un tiers de notre de base prospect qui nous connaît pas, parce que je vous disais, quand on faisait par exemple les campagnes rebond, qui finalement finit par interagir avec nous, c'est un très bon taux. Ensuite, le deuxième indicateur qui est suivi, c'est le nombre de R0. Donc, c'est de se dire, sur toutes les personnes qui ont eu l'interaction, donc qu'on donne aux commerciaux, combien de rendez-vous ils arrivent à avoir. Là, les métriques en moyenne, post-campagne, c'est des bons taux, c'est déjà d'être à 15%. On sait que quand des commerciaux tapent dans le dur, ils sont même à moins de 10% d'obtention de rendez-vous. Donc là, on se dit avec campagne, normalement, on est à 15. Là, nous, sur la dernière campagne qu'on a fait, on est monté à 35%. Donc, on arrive à avoir 35% de rendez-vous pour les commerciaux. À partir du moment où on a ces rendez-vous, ça enclenche des opportunités. Là, on estime que, en général, un rendez-vous sur deux doit générer une opportunité, donc 50%. Et que derrière, sur ces 50% d'opportunités, le taux de closing doit être de 33%. Donc ça, c'est les métriques de l'agence. Sur ces deux derniers items, vous m'excuserez Julien, mais c'est des données qui sont un peu plus sensibles, stratégiques pour nous. Donc je ne donnerai pas nos taux. Je dirais juste que on
on n'est pas en deçà de ce que des benches de notre agence. Donc, plutôt satisfait de la mise en place de ce type de campagne ABM, si je comprends bien. Plutôt vraiment satisfait, tout à fait, et c'est pour ça que on passe d'une logique one to few à descendre jusqu'à une logique one to one. Forcément, une logique one to one, c'est plus de, enfin, choisir, c'est renoncer, hein, donc c'est se dire, on va mettre plus de temps, plus d'argent sur certains comptes, ainsi de suite. Donc ça demande un commitment, et il faut déjà que les campagnes one to few fonctionnent pour se dire, ok, on accepte de cranter et d'aller encore un niveau en dessous. Ça, et sur les campagnes cuisine, pour vous donner quelques éléments, par exemple les taux d'ouverture, c'est ce que je vous disais, taux d'ouverture, on arrive à monter jusqu'à plus de 30% sur des campagnes rebond, ce qui sont vraiment des super taux pour nous. Nous, notre philosophie, c'est de se dire que si on dépense 1, on doit gagner 3. Donc si je mets 100 € sur une campagne, il faut à minima que ça me génère 300 € de chiffre d'affaires. Très bien, parfait. Merci Alexandre. Alors peut-être avant de nous quitter, un dernier mot pour les auditeurs, pour les directions marketing et commerciales qui nous écoutent. Quel conseil est-ce que vous leur donneriez pour vraiment lancer une campagne ABM qui performe bien ? Je dirais que il ne faut pas tomber dans la simplicité ou de se dire tiens, l'ABM c'est le sujet tendance, donc je vais l'utiliser et je pense que c'est une bonne tactique marketing pour faire plus. Il y a 99 chances sur 100 que ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça soit un changement de posture globale de l'entreprise, en se disant je vais pas vendre plus, mais je vais vendre mieux. Au bon contact, avec les bons messages, au bon moment. Donc c'est vraiment ça pour moi l'enjeu le principal. Et pour ce faire, on peut pas le faire seul. Sur des comptes complexes, on travaille des cycles longs, souvent sur plusieurs trimestres. Donc s'il n'y a pas d'alignement réel, et vraiment réel, entre sales et marketing, ça restera juste un mot à la mode et qui ne fonctionnera pas. Donc s'il devait rester qu'une conclusion, c'est même si vous êtes une direction marketing, avant d'enclencher ce type de démarche, ce type de campagne, assurez-vous d'avoir le commitment, d'être aligné avec les sales et idéalement avec l'équipe de direction. Parfait, et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandre d'avoir participé à cet épisode d'ABM Experience. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. L'ABM est mort, vive l'ABX. Le marketing seul ne peut pas porter une stratégie de compte stratégique. Le succès repose sur l'expérience globale ou ABX, où le online et le offline s'effacent au profit d'un parcours client sans couture. Numéro 2. La co-construction, ce n'est pas la prestation. Le marketing n'est pas un prestataire pour les commerciaux, c'est un partenaire. L'alignement se gagne sur le terrain avec des rituels hebdomadaires comme les retours d'expérience et une validation commune des cibles, pour garantir que chaque action marketing est une munition utile au commercial. Numéro 3. La discipline du temps long est essentielle. Sur des cycles de 18 mois, l'alignement peut s'user. La clé est de piloter des indicateurs de progression, de performance et d'engagement afin de maintenir cet effort de guerre entre les équipes sur la durée. Et c'est la fin de notre 24e numéro consacré à la bonne orchestration de l'ABM. À très vite. Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'ABM ? Abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur www.abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.